En psycho, on va dire qu'on fait de la psychoéducation. C'est-à-dire qu'on forme les gens. Moi, l'objectif, c'est que les gens aient le plus de connaissances sur comment fonctionne le corps humain, comment du coup eux fonctionnent, peut-être comment leur pathologie fonctionne, et comment s'y adapter au mieux, en fait. Après, je donne toutes les informations, et puis les gens, de toute façon, sont libres de faire comme ils peuvent ou comme ils veulent. Mais déjà, il faut qu'ils aient accès à cette connaissance. Et donc cette notion de transmission, de formation, de psychoéducation, pour moi c'est la base. D'avoir les connaissances et le savoir. Savoir-faire, savoir-être, tous les différents savoirs, mais oui, ça c'est important. Enfant, Sophie Navusset nourrissait un rêve, celui de suivre les traces de Françoise Dolto. Loin d'imaginer le chemin captivant qui l'attendait, une rencontre fortuite au CHU de Montpellier avec des psychologues spécialisés en neuropsychologie a véritablement allumé une flamme en elle. Guidée par la curiosité et la passion, elle ne cesse d'évoluer en ajoutant au fil des années des formations et la transmission de son savoir. Laissez-vous emporter par la voix rayonnante de Sophie. C'est une invitation à la découverte, à la réflexion et à une vision renouvelée du soin et de l'accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants. Bonjour, donc je suis Sophie Navusset, la psychologue neuropsychologue. On va aller s'installer dans le bureau. Bonjour. Bonjour. Venez. Hop, je vous en prie. Et on va aller dans ce bureau ici. Installez-vous, vous pouvez vous mettre à l'aise. Je dis toujours qu'il y a 5 piliers. Pour moi, l'alimentation, c'est un des piliers essentiels pour avoir une bonne santé. C'est lié aussi au microbiote, c'est lié à la diversité aussi. Donc, je parle beaucoup du régime méditerranéen. Je leur donne souvent des petites fiches avec des petites synthèses. J'aime beaucoup passer par l'écrit, donc qu'eux prennent des notes et que moi, je leur transmette aussi des documents. On a aussi, nous, au CM2R, beaucoup de liens avec le Centre de l'éveil et du sommeil, qui est aussi au 5e étage, là, de Guicholéac, à Montpellier. Et donc, j'ai maintenant aussi pas mal de connaissances au niveau du sommeil, fonctionnement du sommeil, et aussi de la fatigue, qui n'est pas la même chose et pas forcément en lien avec des problématiques du sommeil. Pour moi, le sommeil, c'est un des deuxièmes piliers pour avoir un bon équilibre. Pendant le sommeil, c'est aussi un des moments où on va nettoyer un petit peu notre cerveau et donc ça permet à notre cerveau de se régénérer. Donc avoir un bon sommeil, tant en qualité qu'en quantité, c'est essentiel. Donc pareil, beaucoup de psychoéducation ou d'éducation à la santé là-dessus. Ensuite, l'activité physique aussi, beaucoup, parce que même si malheureusement moi à l'heure actuelle, j'ai du mal à trouver du temps pour pratiquer l'activité physique, je conseille pourtant de lutter contre cette sédentarité qu'on a à l'heure actuelle dans nos sociétés et donc de promouvoir au moins la marche et puis après des activités à la fois cardio et plus d'étirements, stretching, etc. Et donc aussi beaucoup de conseils et d'incitation, on va dire, à pratiquer une activité physique. L'activité physique étant différente du sport. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Donc c'est le 3e pilier, l'activité physique. Le 4e pilier, évidemment, ça sera la prise en charge de la santé mentale. Et donc là, à ce niveau-là, c'est d'aller voir des psychologues, il ne faut pas hésiter. C'est important, on a tous besoin, je pense, à un moment de notre vie de se faire accompagner, de partager peut-être nos émotions, nos pensées à un professionnel. Ça nous aide à cheminer. Je pense que quand on se fait aider par un psychologue, on va plus vite que quand on est tout seul à réfléchir à ces problématiques. Même si on note sur son carnet ou qu'on va en parler à des amis, on n'a pas le même retour par un psychologue. Et après, évidemment, il faut se prendre en charge au niveau de sa santé physique. C'est-à-dire si on a un doute sur peut-être une grosseur, sur une fatigue qui n'est pas normale ou des sensations physiques ou savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut aller chez le médecin. Savoir, c'est permettre de se faire prendre en charge précocement. Et souvent, il y a des traitements qui marchent précocement, justement, et tôt, et un peu moins bien si on prend tardivement la maladie. Et si on prend tardivement une maladie, mais quelle que soit la maladie, c'est-à-dire une maladie chronique souvent,
eh bien en fait, le traitement symptomatique va peut-être moins faire effet, ou il y aura déjà eu des lésions qui seront avancées. Donc en fait, avoir peur d'avoir une maladie, c'est pas efficace en termes de santé. Donc, essayez de lutter un peu contre cette peur, cette inquiétude, et consulter, aller voir un médecin, faire des examens, et puis pareil, questionner les médecins. Vous êtes l'expert de votre corps, de votre santé, et donc il ne faut pas hésiter à demander, à réclamer des examens complémentaires, à demander un deuxième avis si on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais qu'on nous a dit non, ça va, parce qu'on est expert de notre propre corps, de notre propre santé. Voilà. Sophie Navucé, 38 ans, et je suis psychologue et psychothérapeute. En fait, j'ai une casquette de psychologue spécialisée en neuropsychologie, d'abord. Donc ça veut dire que je fais passer des bilans cognitifs, des échelles, des tests à des personnes qui ont souvent une plainte cognitive, c'est-à-dire les fonctions cognitives, ça va être la mémoire, raisonnement, logique, la flexibilité. Donc moi, j'observe comment leur cerveau fonctionne. Ils viennent souvent, ils ont une plainte. Et comme on est au CM2R, souvent, ils ont peur d'avoir une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée. Et finalement, moi, je les vois en tant que psychologue spécialisé en neuropsy, souvent on a tendance à dire neuropsy, pour faire un bilan cognitif. Il y a le médecin, évidemment, qui veut poser son diagnostic, qui va aussi faire un examen neurologique, et puis il va programmer d'autres examens comme une IRM, donc de l'imagerie. Là, on verra si justement il n'y a pas d'autre chose, ça permet de faire le diagnostic différentiel. Et puis, il va y avoir aussi parfois une ponction lombaire qui va être proposée en deuxième intention, voire aussi ce qu'on appelait avant les scintigraphies, c'est on appelle ça une TEP, donc tomographie par émission de positons, ou PET scan, TEP scan, pour voir aussi au niveau du métabolisme comment ça se passe au niveau cérébral. Et donc avec ces examens, le médecin est capable de faire son diagnostic. Et moi, du coup, je participe à ça, à mon petit niveau, en tant que neuropsy. Là, par exemple, j'ai des patients en soutien psychologique et j'ai aussi des aidants. Parce que toutes les maladies chroniques touchent la famille aussi. Et souvent, on se rend compte qu'il y a une accommodation familiale. C'est-à-dire que la famille va s'adapter plus ou moins bien à la pathologie du proche. Et donc, ça peut être plus ou moins facile pour eux, créer plus ou moins de tension. Et donc, finalement, nous, on prend en soin beaucoup plus les aidants. Les aidants culpabilisent quand même déjà beaucoup de jamais faire assez bien pour leurs proches, pour le reste de leur famille. Parce que, mettons qu'on aide un parent qui vieillit, souvent, on passe moins de temps avec ses enfants, donc on culpabilise vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du conjoint, on culpabilise vis-à-vis du travail, parce que quand on se sent vulnérable, on est persuadé qu'on est moins bon, ce qui n'est pas forcément le cas du tout, mais c'est la manière dont on se sent, donc on culpabilise là aussi. Et donc on en rajoute avec cette phrase-là, « Prends soin de toi ». En fait, on se rend compte dans les études que les aidants familiaux sont épuisés. Il y a un épuisement de l'aidant. Alors, j'ai plus exactement les chiffres, mais j'ai une notion de peut-être 70%, plus de 70% des aidants familiaux qui sont épuisés et parfois, en fait, qui vont décéder avant leur proche qui est malade. Parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux, parce qu'ils vont développer aussi d'autres maladies où justement ne prennent pas en charge leur pathologie à eux. Et en effet, il y a des dépressions, il va y avoir beaucoup d'anxiété, ce qui va aussi se répercuter sur le patient, qui va aussi avoir lui-même de l'anxiété en plus de l'apathie, dépression, etc. Et donc, en prenant en charge l'aidant, on prend en charge aussi le patient, indirectement. Vous avez une définition de l'aidant ? Alors, il y a des aidants professionnels, donc infirmiers, soignants, toutes les personnes qui gravitent autour du patient et qui sont professionnels, qui ont une formation. Et il y a les aidants familiaux, qui sont les proches, qui vont être des conjoints, des enfants, de la fratrie. Et finalement, ces personnes-là n'ont pas de formation spéciale, mais doivent pourtant être présents pour assister et aider le patient, parfois dans les actes de la vie quotidienne ou des actes administratifs, les accompagner aux rendez-vous médicaux, etc. Et les patients, étant malades, souvent on ne les reconnaît plus.
de caractère, physiquement. Enfin, c'est comme si c'était des étrangers à un moment, non ? Parfois, ça dépend des pathologies, mais en effet, il va y avoir cette notion de deuil blanc. C'est-à-dire que le patient, du fait de la maladie, va être un peu différent. En effet, peut être plus anxieux, plus irritable, plus agressif. Mais en même temps, c'est une personne qui a du mal parfois à comprendre son environnement, qui perd ses repères, qui se sent désorienté, déboussolé. Et donc, oui, il change. Et ça, cette personnalité qui change, qui évolue avec la maladie, on doit faire le deuil de la personne qu'on était avant et de celle qu'on devient. Par exemple, on est un jeune étudiant qui sort beaucoup et qui faisons plein de choses. Quand on devient un peu plus adulte, qu'on finit par être responsable, on achète une maison, on a des enfants, un chien, je ne sais quoi, là aussi on change. Mais c'est plus facile pour nous de nous adapter parce que c'est dans le sens de la vie courant. Sauf que d'avoir une maladie, c'est pas normal. Donc il y a cette notion de deuil blanc. Et donc les aidants aussi doivent faire ce deuil. Et comme on explique souvent, nous, on passe par différentes étapes du deuil, mais c'est pas linéaire. C'est-à-dire que au début, on n'a pas déni, colère, tristesse, et puis on accepte. Ça peut aller dans n'importe quel sens, et on peut y revenir plusieurs fois, parce que la personne est en constante évolution. Donc accepter ça, c'est pas évident non plus. Et donc c'est vraiment un travail aussi qu'on essaye d'accompagner. Et pour l'aidant, c'est aussi un deuil de sa vie passée, c'est-à-dire qu'il refuse les sorties, les soins de soi, enfin... L'aidant, alors c'est pas qu'il refuse, c'est qu'en fait il s'oublie. C'est que parfois, oui, ils aiment leurs parents, ce qui est normal. Normalement, on aime nos parents. Et donc, ils vont essayer de l'accompagner au mieux. Donc, au risque, en effet, de s'oublier, de ne plus avoir de loisirs pour eux-mêmes, de plus avoir de temps pour eux, et d'être happés par ce quotidien, d'être inquiets de laisser leurs proches seuls, donc de plus sortir seuls. Mais du coup, les sorties avec une personne qui peut-être a des troubles du comportement, c'est compliqué. Donc en fait, il y a plein de choses qui se jouent, et donc ils s'oublient. Et oui, ça peut être un peu de sacrifice de soi, ça dépend. Pour la question concernant comment se déroule une consultation, c'est vraiment très variable. Ça dépend si c'est prise en charge psychologique, psychothérapie ou plus prise en charge neuropsychologie. Mais dans la majorité des cas, au début, il y a ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'on fait connaissance avec la personne. Donc si c'est lors d'un bilan neuropsychologique, ça peut prendre 30 minutes à 1 heure. Si c'est pour une thérapie ou quelque chose de plus long, ça va être peut-être même sur 3 séances. En général, si c'est pour un bilan neuropsychologique, on fait les tests, ensuite on débriefe, et après que j'ai réalisé la cotation, l'interprétation, la rédaction, etc., parce qu'il y a aussi tout ce travail en dehors de la consultation, on va faire une restitution pour expliquer justement à la personne ses points forts et puis les points à améliorer. Si c'est en neuropsychologie, il y aura peut-être cet espace de bilan avant, et après on va travailler sur, on part de la demande du patient toujours de toute façon, quelles sont ses problématiques et comment on peut les travailler, comment on peut les améliorer avec différents outils que j'ai dans ma mallette. Et pour les psychothérapies, pareil, on essaye de voir quels sont les objectifs, on fait des analyses fonctionnelles, on va définir ses besoins, ses attentes, et puis ensuite on va mettre en place des techniques, outils pour avancer. Parfois j'aime bien couper les sessions en 2, les patients aiment bien aussi, parce que parfois ils ont besoin de parler aussi de de ce qui leur est arrivé dans la semaine ou les semaines précédentes, et puis on va faire ça une petite partie, et puis après le reste du temps on va travailler sur le problème de fond entre guillemets, et sur leur demande initiale, pour continuer d'avancer. Je pense qu'il y a autant de sessions différentes presque, même s'il y a une trame similaire à chacun, il y a quand même une adaptabilité, une flexibilité en fonction de leurs demandes, des besoins du moment. Et donc voilà, évidemment, s'il se passe quelque chose de terrible à un moment dans leur vie, oui, on va parler de ça et pas du problème de fond qui est là, pas leur préoccupation actuelle. Donc on s'adapte. Alors là, maintenant après le rendez-vous,
Du coup, on va aller voir le médecin. Et il va continuer du coup faire la suite de la consultation et des examens neurologiques ici. Alors, la thérapie avec les patients se fait beaucoup avec les aidants. Alors, prise en charge neuropsy, où c'est prendre en charge les troubles cognitifs, là, il faut aller à domicile. Pour la prise en charge psychologique, soutien psychologique, on peut le faire soit, là j'avais une aidante par exemple en visio, et quand je les vois ensemble avec le patient, souvent c'est ici au CHU. C'est vraiment une notion de collaboration. Et c'est cette notion aussi d'approche centrée sur la personne, c'est-à-dire que à l'époque, on avait une vision du patient qui était peut-être pas capable. Et justement, nous, on fait beaucoup d'ateliers aussi patients-aidants, d'éducation thérapeutique, pour qu'ils soient formés, entre guillemets, qu'ils connaissent leur maladie, qu'ils connaissent des stratégies, qu'ils puissent partager aussi ces expériences-là avec d'autres patients aidants, pour voir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y en a qui ont trouvé des stratégies qui leur conviennent, peut-être qu'eux peuvent l'adapter aussi. Et donc, on fait beaucoup aussi ces ateliers-là en groupe. Parce que le groupe, c'est merveilleux comme média, comme support. Et quand je les vois en individuel, en effet, il y a l'aidant, parce que parfois, quand il y a des dépressions ou des apathies, ils font rien de la journée. C'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils prennent le petit-déj qui est préparé par l'aidant, ils s'assoient dans leur fauteuil devant la télé, jusqu'au soir, ou le midi, ils vont déjeuner. Peut-être, si on a de la chance, il y a une marche. Et puis après, ils se remettent dans le fauteuil jusqu'au dîner et après au lit. Et ça, c'est pas une vie. Les aidants ont du mal aussi à vivre avec un patient qui fait ça. Et donc, en fait, là, on va dire à l'aidant, déjà, il faut le réintégrer. Donc ça, c'est aussi des approches, on dit beaucoup Montessori, c'est-à-dire adaptées aux personnes âgées. Hein. Donc, faire avec. Donc leur dire, voilà, le petit déjeuner, peut-être que là, ils le faisaient il n'y a pas si longtemps, peut-être qu'on peut remettre en place ce rituel de faire le petit déjeuner ensemble, et puis après de peut-être faire certaines tâches ménagères ensemble, peut-être plier le linge, peut-être faire un peu de ménage, etc. De retrouver un peu d'autonomie, de retrouver un petit peu de rythme aussi dans la vie quotidienne, et de faire des activités, et de ne pas rester inactif dans son fauteuil, parce que ça, déjà la sédentarité c'est pas bon, et puis l'inactivité en fait ça entraîne encore plus de dépression. Donc on essaye de faire ce qu'on appelle un peu une activation comportementale, de les stimuler à refaire des activités, et ça on a besoin de l'aidant, que l'aidant lâche pour laisser de la place aussi un peu au patient et qu'il fasse avec, qu'il l'accompagne, et lui montrer aussi comment l'accompagner. Donc on va travailler là-dessus, et en effet on a besoin des deux. Surtout s'il y a un manque d'initiation, manque d'envie, voilà. Mais vous avez un exemple de visite que vous avez fait récemment Alors, avec une patiente seule, là, c'est une autre problématique. Il y a une lésion neurologique qui fait qu'il y a des difficultés. Donc cette lésion neurologique, en fait, il y a des difficultés de planification, d'organisation. Et donc là, au domicile, j'y vais pour l'aider à s'organiser. Donc travailler sur sa planification, de ses rendez-vous, de son agenda, de sa vie quotidienne aussi, l'aider aussi à gérer les tâches quotidiennes. Donc de faire un peu de rangement aussi avec elle pour qu'elle trouve des techniques de rangement qui lui conviennent, etc. Et qu'après elle soit plus autonome et qu'elle arrive à atteindre ses objectifs qui là sont perturbés ou retardés par cette lésion cérébrale. Quand la thérapie prend fin, c'est vous qui décidez. Et comment leur annoncer ? Alors, c'est pas forcément moi qui décide. Hein. Et comme c'est une collaboration, ça vient ensemble. On se dit, là, comment vous vous sentez ? On fait des points régulièrement. Où en sont l'atteinte de vos objectifs ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Etc. Et puis, y en a qui nous disent, là, je suis bien, j'ai envie d'essayer un peu tout seul, donc, OK, on essaye. Et puis, on essaye, quand notamment il y a des dépressions, de faire de la prévention de la rechute.
pour qu'ils identifient eux-mêmes les déclencheurs, qu'ils puissent, comme normalement on a essayé de travailler à ce qu'ils développent leur propre stratégie et leurs propres outils, eh bien qu'ils soient en capacité en fait de mettre en place déjà des stratégies quand ils voient qu'ils sont sur le fil. Et parfois, si c'est moi, je dis bon en fait on en discute. Comment ça va ? Comment vous vous sentez ? Ok, est-ce que ça vous va si on espace ? Est-ce que ça vous va si on fait une pause ? Vous revenez vers moi s'il y a besoin, voilà. En fait, c'est vraiment cette notion de collaboration. Je suis pas là toute puissante, parce que souvent, dans le milieu médical, il y a un peu cette notion de j'ai la connaissance, je suis tout puissant. Mais là, moi, c'est vraiment, voilà. Moi, j'ai des outils, j'ai des connaissances. Mais en fait, c'est le patient, l'aidant, qui est expert de sa situation et de lui et de son fonctionnement. Donc, c'est vraiment un échange. Est-ce qu'il y a des patients que vous avez dû refuser ? Oui, mais surtout par manque de temps, en fait. Oui, parce que j'ai pas le temps. On a beaucoup de demandes. Il y a évidemment beaucoup plus de demandes que de disponibilité, malheureusement. Et on peut pas dire oui à tous. Donc, c'est surtout ça qui fait qu'on refuse. C'est-à-dire que des personnes comme vous, il en manque ? Oui. Et vous donnez Oui. des cours ? Alors, je donne des cours. Là, j'ai réduit un peu parce que je faisais beaucoup de choses à la fac de psycho. Je participais aussi au TD. J'ai fait quelques interventions ponctuelles, donc des cours ponctuels, des CM ponctuels. J'interviens aussi en tant que formatrice dans des EHPAD, des institutions pour former justement les professionnels et les équipes. Globalement, la prise en charge des personnes âgées. Donc voilà, et parfois aussi des animations un peu de grand public, de sensibilisation, soit auprès de seniors, soit auprès vraiment de personnes de tout âge volontaires. On va aussi dans des écoles. Les plus petits que j'ai eus, je pense, étaient en primaire, notamment avec Génopolis à Montpellier, qui est un organisme qui permet vraiment de faire de la vulgarisation scientifique auprès de primaires et puis aussi collégiens et lycéens. Les jeunes sont réceptifs ? Oui, ils sont très curieux aussi. Et puis, on est des professionnels, on vient, donc c'est une nouveauté pour eux. Ça change un peu des cours où ils restent assis tout le temps, et voilà. Là, il y a cette curiosité qui fait qu'ils sont très intéressés, posent beaucoup de questions, il y a des échanges très riches, donc c'est super. C'est quoi votre savoir-faire ? Mon savoir-faire... C'est compliqué comme question. Ouais. Maintenant, j'ai vraiment pour les maladies neurologiques au sens large. Donc oui, maladie d'Alzheimer, démence frontotemporale, démence corps de Lévy, mais maintenant aussi des maladies plus rares, maladie de Huntington ou des personnes avec aussi des scléroses en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, AVC, tout ça. En neurologie, en tout cas, je commence à avoir vraiment des connaissances solides, pratiques et théoriques. Donc là, mon savoir-faire, à la fois aussi en psychoéducation, en prise en charge des personnes et des familles touchées par ces pathologies, ça c'est un de mes points forts, je pense. Oui. Ces pathologies, et puis être à l'écoute, avoir peut-être cette sensibilité un peu aussi aux gens, aux choses. Oui. Non, je me disais un peu un petit soleil qui arrive chez les gens. C'est comme ça que je vous imaginais. Ah oui, peut-être. Je sais pas, on vous a jamais dit. Si, parfois on me dit oui, soleil, ça oui. Lumineuse ou des choses comme ça, c'est vrai, peut-être ça. Peut-être ça rapporte un petit peu de peps ou de vie dans la vie des gens, un petit peu d'espoir. En tout cas, on essaye d'apporter ça, d'avoir cet espoir et un peu ce regard positif, parce que c'est vrai qu'il y a des représentations super négatives dans ces maladies chroniques, évolutives ou acquises, et en fait non, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à tester, à expérimenter, et donc oui, peut-être un peu d'espoir avec peut-être ça, un peu cette lumière ou cette folie douce, on va dire. De mémoire comme ça, vous avez une grande victoire. Je sais que j'ai aidé beaucoup de gens. Alors, c'est difficile à dire parce que finalement, on s'attache parfois à
Enfin, on s'attache à beaucoup, finalement. Parce que quand on les voit toutes les 2 semaines ou même tous les mois, forcément, on s'attache, on connaît la vie des gens, donc on est vraiment... grande victoire... j'ai une grande victoire, je sais pas. Plusieurs grandes victoires, c'est que quand on fait les groupes, de savoir que même parfois 5 ans après un groupe, les gens du groupe se voient toujours. Et se font toujours de temps en temps des goûters ensemble, etc. Et ont gardé contact. Ça, je trouve ça génial. Qu'on arrive à mettre en lien des personnes qui se connaissaient pas. Et en quelques groupes d'ateliers d'éducation thérapeutique, ils créent des liens tellement forts qu'en fait, 5 ans après, ils gardent contact. Ça, je trouve ça génial. Ou quand ils nous apportent des goûters pendant les ateliers parce que ça devient très convivial, il y a vraiment ce lien qui se crée très vite. Je trouve ça génial en fait. Ça, c'est super. Donc ça, oui, ce sont des victoires. Les groupes, ce sont les patients et les aidants ensemble. Ensemble. On appelle ça des binômes qui viennent ensemble et c'est justement la force. C'est que parfois les aidants vont entre guillemets sous-estimer un peu le patient et ses capacités. Mais nous, on met en avant ces capacités préservées que le patient a. Et les aidants, parfois, se rendent compte de comment est leur proche. Et de dire, mais en fait, t'es encore capable de faire ça, tu peux encore parler et dire ce genre de choses. Et donc, finalement, aussi au sein du binôme, au sein du couple ou de la paire parent-enfant, il y a des choses qui se débloquent aussi au sein de ces groupes. Et c'est pour ça que c'est très important qu'ils soient ensemble. Les groupes, c'est au CHU ? Oui. Le grand bien, ça a été de pouvoir discuter avec elle. Ça a été quelque chose, alors... super. Ouais. Et puis de pouvoir discuter de tout. Qu'est-ce qui vous attache chez les personnes âgées ? Ils sont vraiment attachants, mais à tout niveau. C'est-à-dire que les personnes âgées, alors déjà, ils ont une richesse de vie. Parfois, ils ont vécu des choses, mais extraordinaires. Ils ont vécu à des époques aussi où c'était pas du tout le même monde qu'aujourd'hui. Donc complètement libérés parfois, ou... Donc c'est vraiment... leurs expériences sont très riches. Ils nous racontent tellement de choses sur leur vie. Et parfois leur perception de la vie aussi. Il y a une certaine philosophie, une certaine sagesse qui peut arriver avec l'âge. Et donc ça, je pense qu'on peut en apprendre beaucoup. Ouais, et de partager un peu ces moments de vie avec eux. J'ai souvenir d'un monsieur que je voyais régulièrement. Quand il venait, à chaque fois, il me voyait, il m'appelait, il me disait qu'il était là. Parfois, il m'appelait juste pour me parler aussi, parce qu'il était un peu isolé, donc il me parlait. Et je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, il m'a offert quelque chose d'un de ses voyages en Afrique. Et j'ai été profondément touchée par cette connexion en fait qu'on avait établie tous les deux. Et c'était... ouais, voilà. On a des liens forts avec certains qui sont vraiment... étonnant, incroyable, riche. Quels sont vos projets, vos espoirs ? Je suis une éternelle étudiante, donc j'ai toujours des projets et des envies de formation. C'est terrible. Je suis en DU cette année. Mon compagnon m'a dit « Arrête, l'année prochaine, fais une pause. Depuis que je te connais, tu fais des formations tous les ans. Arrête un peu. » Donc je vais essayer de tenir 1 an sans formation. J'ai aussi des envies de former encore plus les gens, les professionnels. Donc voilà, pourquoi pas axer un peu plus sur mon côté formatrice. Et des espoirs, pas des désespoirs, mais des espoirs, j'aimerais tellement que déjà au niveau de l'école, par exemple, on enseigne plus tout ce qui est méditation, bienveillance, d'avoir des temps... vraiment pour prendre soin de soi et des autres. Et donc ça, ce serait tellement merveilleux. Ça, c'est un espoir. Mais ça, c'est au niveau éducation. Pour moi, on a la science, on sait comment ça fonctionne, comment le système pédagogique français devrait fonctionner. Malheureusement, à l'heure actuelle, pour moi, les politiques publiques ne le mettent pas en place. Et donc ça, pour moi, c'est un de mes espoirs, c'est-à-dire d'être plus centré sur les besoins des enfants et pas sur des chiffres à donner pour faire des évaluations de je ne sais quoi. Donc c'est comme ça en tout cas que je perçois les choses et
En tout cas, tout part des enfants et de l'éducation. Et si déjà on leur donne confiance en eux, on leur donne des connaissances de base pour prendre soin d'eux, eh bien, ça fera des adultes d'autant plus attentifs à eux-mêmes, attentifs aux autres. Et voilà, c'est l'éducation, la formation, encore une fois. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.